bienvenue à vous dans votre émission Brise d'été. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin et au programme nous aurons voilà, comme vous avez pu l'apercevoir, Yazid Mahieddine est avec nous ce matin. Je vais pas me tromper sur, je vais pas me tromper sur ton nom. Là, non, t'inquiète pas. Aït Mahieddine est là ce matin parmi nous et lui, il nous parlera donc de poésie fénoise, c'est ça? Absolument. Très bien, voilà. Et à mes côtés, Samira Hadjamar. C'est moi. Je ne peux pas écorcher ton nom. Non. Comment vas-tu, Samira? Très très bien. Très heureuse de te recevoir. Merci. Voilà. Donc Samira, tu nous parleras Ravie de passer avec Yazid. Avec Yazid. C'est pas arrivé depuis. On va l'appeler à partir d'aujourd'hui Yazid l'ambiance. Quand il est là, l'ambiance est détendue. L'ambiance, oui. L'ambiance en made de Bahrir. Dès qu'il y a brise d'été, tu as tout le matériel qu'il faut. Voilà. Donc Samira, toi, tu nous parleras ce matin de Qal'at Bani Hamad. Exactement, dans la wilaya de Msila, qui a une longue et belle histoire, enfin une histoire architecturale, on va dire, très très belle. Très bien, merci. Qui reste un endroit. Nous avons un hymne à Marioma. Ah, oui. Ah oui. Je continue à donner mon programme. Bah oui. Ils ne veulent pas me laisser finir. Et pour Maria. Donc on continuera, on recevra donc Ingrid Bouchra-Ziyat. Donc elle viendra nous parler donc de son métier et comment de guide elle a fini par avoir sa propre agence de tourisme. Elle nous dira tout sur son métier. Et nous aurons après droit à un petit moment d'art, de tout ce qui est art plastique, puisque nous allons recevoir Yassine Fidou. Il est responsable du club Espoir de l'université Alger 2. Il est artiste peintre et Radia Asgar aussi. Donc ces tableaux sont déjà là. Elle viendra nous parler de sa passion. Elle est médecin, mais entre-temps aussi, elle est artiste peintre. Voilà. Et bien entendu, je commence. Aujourd'hui, c'est un hommage pour moi spécialement, puisque je vous propose, Samira Yazid et vous, Maria. d'écouter la chanson Maria du groupe Day. On écoute. Et tout de suite, nous allons laisser place à Yazid et à sa passion pour Dib. Tu es un passionné de Dib. Oui, je suis passionné de Dib, oui. Mais ça fait maintenant des années, ça fait plus de 10 ans. Je pense la première fois j'en ai parlé quand il y avait chez les éditions Shihab, donc toute la trilogie nordique. C'est là où j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à... Bien sûr, au primaire, on a eu quand même droit à La Grande Maison, au métier à tisser, à la trilogie Algérie. Par la suite, on commençait à s'intéresser à d'autres formes de littérature, un peu comme... en fait, par exemple, ce qu'il a écrit par la suite, notamment par rapport à... Après la trilogie Algérie, il y a eu d'autres romans, du Barbarie, il y a eu des romans, il y a eu des pièces de théâtre, il y a pas mal de... Et là, je voulais m'intéresser, comme il fait très très chaud, donc j'ai convoqué un peu les aurores boréales et toute cette fraîcheur nordique pour un petit peu installer cette passion pour la Finlande que Dib avait. Donc, et j'ai rencontré sa fille, donc Laura, qui m'a offert un petit fascicule un petit peu sur une journée d'études sur la littérature de Mohammed et la Norvège. Et là, j'ai su que, par exemple, des romans ont été traduits en finnois, notamment La Grande Maison. Très bien. Simplement, La Grande Maison, dans la traduction finnoise, c'est dans la cour. Parce que tout se passe dans le patio, oui. Donc, voilà, le patio dans la cour. Donc c'est comme ça que le roman a été traduit. Et il y a aussi le métier à tisser qui a été traduit aussi en finnois. Donc c'est les deux romans. Mais je rappelle que Mohammed Dib, déjà dans les années 70, donc il avait cette passion pour la Finlande. Il est parti donc pour un grand événement littéraire, donc l'un des plus grands salons du livre dans la région de Lahti, qui n'est pas loin de la capitale Helsinki. Et là, il a rencontré du beau monde, il a rencontré des écrivains, des auteurs, des journalistes. Et ils ont un petit peu commencé à traduire la poésie finnoise. Donc il a rencontré cette traductrice aussi qui est Natalia Bashmakov, avec laquelle il a commencé à faire un travail
titanesque en matière de traduction donc, de du la finnois littérature vers le français. Du finnois vers le français. Déjà, ils ont commencé par ces grands romans, c'est les éternels métiers à tisser et la grande maison. Et puis, ils ont également traduit, par exemple, Los Angeles Trip. Donc, Los Angeles Trip, qui est un roman aussi de Mohammed Dick, qui a été écrit donc, dans cette passion pour les univers extrêmes. Donc, il a été chercher un peu d'autres territoires, que ce soit des territoires sur le plan fictif ou sur le plan humain. Donc, il a été, par exemple, à Los Angeles, où il a traduit donc. Ça, c'est un travail de l'anglais, du français vers l'anglais, mais aussi un travail du finnois vers le français. Je pense que je vais essayer de lire déjà un petit travail qui a été... je rappelle un peu les écrivains et les poètes finnois qui ont été traduits. C'est Pentti Halopa, c'est Visikkiamenta Kaksi, Ilmestinit Rankaksi. On a tout retenu. Kantamina Juilkaisusa. Très bien. En fait, c'est ça. ça. Réussi à prononcer. Très Donc, facile je vais essayer de lire un petit poème. Allez, vas-y, on est dans l'ambiance, Yazid. Ouais. Le soleil étincelait. Je suis sorti avec mon chien. Pris l'autobus sur mes genoux, le chien frétillait. Il regardait par-dessus mon épaule le galop pétrifié des immeubles. Un client irascible s'en prenait au conducteur. Le parc du front de mer, sa neige rayonnante, le vent du large. Mon chien bavardait avec quelques autres chiens. Les gens se flairaient prudemment. Au milieu du champ blanc, d'un coup la guerre présente. Du renard qui explose, éclat qui déchire le regard pur d'un adolescent, temps qui roule sur des corps carbonisés. Les vieux eux-mêmes n'ont plus la force de pleurer. J'ai prêté l'oreille, personne n'en a parlé. Les rires sur la piste des luges retentissaient. J'étais un aveugle, mon chien me conduisait. J'étais un aveugle, mon chien me reconduisait. Puis de nouveau, il était sur mes genoux et son cœur palpitait contre ma pomme. Donc c'est une expérience, cette expérience qui est là, cette atroce expérience qui est la guerre. Il a réussi à traduire toute cette littérature poétique, tout ce monde poétique du finnois vers le français. Il y a également un autre poème de... Et c'est comme ça qu'il s'est inscrit dans l'universalité. Il a Ouais. ouvert son regard vers d'autres cultures, d'autres littératures, et il a été capable pour le finnois. C'est quand même... Elle est difficile, la langue Elle est finnoise. du nord du sud vers le nord, oui. c'est quand même... Il n'a pas choisi l'anglais, il a choisi le finnois. Oui, qui le paraît, finnois. Et là, on va essayer également de lire un autre poème de Kokolmesta Petikia Saloja, dans les années 80. Donc, je vais encore lire Denden, si vous pouvez nous envoyer. J'aime bien. Il s'appelle comment, le poème? Il s'appelle De paroles longues, Petikia Sanoja. Voilà. Le poème. Je m'étends dans les paroles longues, j'en explore les nous et le prolongement. C'est bon d'être couché en leur reposante compagnie, côte à côte, et de prendre ainsi mesure des chambres, des poutres aux nuques butées et des entours de portes. Bon de planter le mât dans la cour, de clôturer le package. La haute pinède près de plier, incline ses cimes, quelque part chante une scie circulaire. Ici, on ne viendra pas. Hacher l'arbre tout vif, le débiter en joujou, ne feront de l'odeur de la résine une forteresse, ne souffleront une âme dans du béton armé. La colonne aux vertèbres syllabiques qui porte haut la pensée, fléchira par amour. Donc des paroles longues de Upitika Sanoja. Ça dévoile un petit peu l'extrême sensibilité de Dib. Oui, parce que, comme on dit, il a exploré ces univers et notamment
cette sensibilité toute poétique des grands poètes finnois. Oui. Et rappelons que même dans la trilogie nordique, que ce soit Terrasse d'Orsol ou Neige de marbre, c'est extraordinaire. Ou Sommeil d'Ève, c'est pratiquement un décryptage du sens, une quête du sens. Et puis dans toute cette littérature de la trilogie nordique, il y a une présence du soir, on voit des références à la mystique musulmane, on voit des références à Tlemcen, on voit des références un petit peu... en fait, c'est quelqu'un qui fait un télescopage de mémoire extraordinaire. Voilà. Est-ce que son écriture a changé? En fait, je pense que quand on voit que le premier poème qu'il a écrit, c'est Vega. Et Vega, c'est quoi? C'est quoi, Vega? Ben, c'est un astre. D'accord. Donc il est parti un petit peu apostropher les étoiles. Et cette étoile, c'est une étoile du Nord. Donc déjà, à l'âge de 15 ans, déjà, il a commencé à avoir... une attraction, une attirance. Oui, il y a cette attraction, cette poésie ce sens, tellurique et solaire. En fait. Cet amour de pousser la réflexion et la recherche aussi. Oui, en fait, par exemple, c'est les symboles un peu de la Finlande, comme ce loup qu'on retrouve dans sa littérature, par exemple, Sommeil d'Ève ou Neige de marbre, etc. On retrouve d'ailleurs dans sa poésie Feu, beau feu, il y a une référence au loup et à la louve. Donc dans la poésie, donc déjà dans les années 70, il a abordé ça pour retrouver cette symbolique et puis dans cette symbolique à la louve et au loup, il y a aussi une référence à la gnose musulmane, à cette mystique aussi musulmane. Donc je pense qu'il n'y a pas de rupture, il y a des prolongements, et puis il s'est projeté dans ces univers hors sol, comme on dit, depuis qu'il a commencé à... Puis c'était un monsieur vieille France, et quelqu'un qui était toute cette noblesse tlemcenienne qui se reflète également dans ses écrits. Il a côtoyé Jean Cayrol, Camus, Ramblès, Katabiassine. Il faisait une émission à la radio. Voilà, Jean Bamrouche, etc. Donc, voilà. Exact. Il y avait une extraordinaire ouverture vers le monde. Et pour moi, je pense que lui, Dib, avec Katet, sont ceux qui ont le plus voyagé et écrit pendant leur voyage. Oui, absolument. Ils ont voyagé. Il a été à Los Angeles, il a été en France, il a été je pense Qu'ils soient intéressés à d'autres littératures. Il a été un petit peu partout. Et puis il a cette grande culture, que ce soit en langue arabe, en française, en anglais, puis en finnois. Et dans sa langue maternelle aussi, dans le tamazight, parce que si on voit le roman Si le diable veut, il y a un rapport à la terre, un rapport à ça. Il parlait de... Même dans l'arbre à dire. Il parlait de Tiukilin. C'est quoi les Tiukilin? Tiukilin. C'est les anges gardiens, c'est cette présence un peu de la culture ancestrale. Et lui, il revient sur ça, il parle de Tendert, c'est un roman à lire aussi qui est très, très intéressant. Oui, voilà. Il a su matérialiser toute son ressenti, et puis l'enfant jazz. Oui. L'enfant jazz, il explore les cantines des enfants pour toucher des choses universelles, la discrimination raciale, la difficulté des Noirs américains dans les champs de coton, etc. Mais à travers des petites cantines, quand on lit ce magnifique recueil de poésie de Mohamed Dib, l'enfant jazz, on dit, mais avec l'économie des mots, il construit
poésie univers. extraordinaire. Oui. Vraiment, c'est un équipe métadré de En tout cas, Non, mais tu nous merci avais beaucoup. voyagé. Franchement, exactement. Tu Oui. nous as vraiment fait voyager. C'est l'univers fantastique de Dib. Exactement. Voilà. Et Yazid Oui. est un vrai mordu de Dib. Voilà. Oui. Samira, Donc, toi, on tu va nous à la amènes Qala Bni Ahmed. Allez, direction Oui. Qalat Beni Hammad. Qui est pas très loin d'ici, c'est 230 km, c'est à peine 3 Attends, on heures. va faire un petit spot. Je mets la musique, j'ai pas le jazz moi. Regarde, allez, on va te faire comme Oui. autrefois. Oui, Avec cette chaleur qu'il en faut, hein. d'accord. Donc la Qal'at Bni Hammad, bien sûr, ça vient de Hamad, les Hammadites. C'est le premier à être arrivé. On est au XIe siècle, hein, pas entre le Xe, la fin du Xe et le XIe siècle. Et Hamad vient bien sûr de Hamad ibn Ziri ibn Bolorin, qui lui est venu. On lui a demandé, il a été envoyé vers l'ouest, donc vers l'Afrique du Nord, vers l'Achir, parce qu'il l'a reçu en cadeau, ce territoire. Il est venu pour pacifier et donc il a fait aussi des conquêtes, des batailles. Donc il a livré bataille et il a décidé en 1007 de s'installer à Qal'at Bni Hammad, qui porte son nom, sa dynastie. Mais surtout, on est dans le Mahdite. Mahdite, voilà la région, on est dans les bras du Hodna. On est à Msila, on n'est pas très loin de Boussaada. C'est une région qui est un peu difficile. C'est une région qui est escarpée. Il y a des monts qui sont... mais lui, il s'installe. Et ce qui est encore magique, c'est qu'il construit un empire. Parce que Qal'at Bni Hammad, c'est une citadelle. Balek l'ancêtre, je ne sais pas, non. C'est le mot que là, je vais être. Ah, c'est sûr. Non, vous étiez à Boussaada. Non, même là-bas, même dans la Je région. pense, oui, même à Même à Msila, oui, bien Boussaada sûr, aussi. Oui, Zveti. En fait, toute la région Je crois connue par ses produits de la terre, en fait, aussi. Hein. Oui, bien sûr. Donc, Ouais. Alors, bio, naturel, très bon, parce qu'on mélange bien sûr l'huile d'olive avec des céréales Très et spicy des légumes, hein, très épicés. Très épicé, Mais très relevé, oui. l'huile d'olive allège, non? Oui, oui, oui. Ouais, ouais, bien Fait sûr, moins bien mal. sûr. Donc lui, il s'installe. Il a fallu 3 ans pour la construction de la Qal'at Bni Hammad. 3 ans, ils ont utilisé essentiellement des choses de la région, des Tout à pierres fait. de taille, Tout à fait, c'est vrai. de la chaux, des choses comme ça, qui ont fait que c'est une production 100% locale, presque. En tout cas, il y a, et ce qui fait référence dans cette cité à moitié, aux 3/4 détruite, il reste des vestiges bien sûr, c'est qu'il y a eu une reconstitution et on a pu voir comment ça s'est déployé. On peut la voir dans la vidéo, des images que j'ai données à Madame Denden. C'est qu'il y avait une citadelle qui était au plus haut, le plus élevé, et qu'il y avait des quartiers, des palais en quartier en fait. Et dans chaque palais, il y avait aussi des quartiers, donc des dépendances, donc les plus connus. Enfin, tous sont connus. Mais en fait, on va dire qu'il y avait le palais du lac. Lac, pourquoi? Parce qu'il y avait un bassin. Là, ce qu'on voit, c'est les décorations. Hein. C'est les décorations et qui révèlent la magnificence de l'ornement, oui, de l'esthétique. franchement, oui. Et oui. Et ça, c'est à l'intérieur de la forteresse, c'est ça? Alors ça a été retrouvé dans le palais, donc Manar, le palais Manar, ce qu'on appelle Manar. Ce qui fait la particularité du Manar, c'est qu'il avait un appareil de miroir qui, j'ai l'impression que c'était un phare en fait. Un phare qui indiquait, donc un système à base de miroir qui indiquait aux habitants s'il y avait un danger qui approchait. Donc c'est magique, je ne sais pas comment ça se passe, mais bon, voilà, c'est comme un phare qui prévenait les habitants. Donc il y avait alors voilà, juste pour préciser, pour chaque objet, on se rend compte qu'il se trouve au musée des Antiquités et C'est de l'art des carreaux de islamique. revêtement. Voilà, non, à Alger, et puis il y a une partie qui se trouve à Sirta, au musée de Sirta, une autre partie qui se trouve au musée de Sétif, au musée archéologique de Sétif. Il y en a qui ont été emportés en France, puisqu'il y a eu la colonisation et que la plupart des fouilles à la Qal'at Bni Hammad ont commencé au début au 19e siècle. Ça a fait beaucoup de mal à l'endroit, puisqu'en fouillant, ce n'étaient pas des Ça a été quand même archéologues. Les premiers, dépouillé. c'était les militaires, donc les soldats, ensuite il y a eu le génie civil. Ce n'est qu'après
qui a commencé à avoir des campagnes d'archéologues, ou du moins, il y a eu l'instauration du musée d'Alger, qui est Dar Mustafa Bacha, qui a été la première bibliothèque et le premier musée. Et donc, quand ils trouvaient des choses, il y avait l'obligation pour les militaires de les déposer. Voilà. Et ça a éparpillé le patrimoine qui se trouvait. Et ça a posé un problème, et ça pose à nos jours un problème aux archéologues, puisqu'ils ont du mal à interpréter les objets qui ont été sortis de leur milieu naturel. Donc, pour l'identification, pour l'origine déjà, et pour essayer peut-être de reconstituer. Voilà. Le site, il est classé. Le site est classé depuis, donc ça a pris plusieurs années, de 76 à 82. Donc il y a eu un classement qui a été fait, un classement national, puis un classement mondial, hein, donc à l'UNESCO. Il y a Abdelrahman Khalifa qui a écrit un très joli livre. On va bien le voir passer la couverture. Si on peut voir la couverture du livre. Voilà. Donc, mais Mariam, elle est pratique. Hein. Elle a été à Boussaada. Elle a piqué une tête dans la piscine. Oui, dans le jardin, près du jardin botanique. Près du jardin botanique. Qui est une réplique du jardin botanique qui ne se trouve pas très loin, en face de la télé. Pour dire que par la suite, elle a fait sa visite guidée au niveau de... Qalat Bni Hamad, c'est vrai, effectivement. Oui. Donc en passant un séjour... Le site le mérite. Franchement, il y a une ressemblance un peu... Ça, c'est un bassin de pierre au lion. Il y a un raffinement, un esthétique, mais il y a aussi un intérêt pour l'eau. Toutes les batailles qui se sont déroulées, c'est ça le palais du bassin. Tu sais, Samira, quand on arrive devant la Qala, donc le monument comme ça, un peu... oui, le minaret. Le minaret, oui. En fait, on n'a aucune idée en fait, de ce qu'il y a tout autour. Là, c'est pour ça que tu es en train de parler à un moment, franchement, je suis partie. Voilà. C'est avec tous les objets. Non, ça ressemble à Al-Mansouria. Mansoura. Voilà. Et donc, de Tlemcen. Exactement, la ressemblance. Elle est identique. Il y a l'esthétique. Ils ont rajouté des carreaux de céramique. C'est vrai qu'on était montés. C'est richement décoré. Et il y a ces bassins. Alors ces bassins sont avec la céramique. Il y a parfois des sculptures. Parfois ils mettent des pierres. En tout cas, c'est très joli. C'est beau, c'est esthétique, mais c'est aussi il y a un intérêt pour ça rafraîchit les pièces. Et il y a une gestion de l'eau. Et cette eau a coûté parce qu'on est dans une région. C'est les portes du Sahara, les portes du désert. L'eau, jusqu'à nos jours, c'est un problème. Et souvent, les batailles qui ont eu lieu et qui ont conduit presque au déclin de la dynastie hamadite à Amsila, c'est le problème donc il y a eu des intrusions. Non, ils ont voulu la voler. À l'époque, il n'y avait pas encore le système de... tout le système d'irrigation est plus ancien que... Alors quand on voulait enfermer les vannes, on savait comment couper l'eau. Et c'est ce qui s'est passé dans les Aurès quand Kahina s'est battue contre les Omeyyades. Elle a su comment prendre en main les cours d'eau et c'est ce qui a... La guerre a duré 5 années. La maîtrise des approvisionnements en eau. Exactement. Si on veut anéantir une armée, une dynastie, on lui coupe l'eau. D'accord. Et on l'empêche en fait de survivre. Personne ne peut survivre. Voilà, tout dans ces conditions-là. Au XIe siècle, la Qala Bni Hamad, c'était un centre de rayonnement culturel, économique, commercial, il y avait social, on venait de partout. Ibn Khaldoun l'a cité et je pense que c'est l'une des références par rapport aux auteurs arabes. C'est que c'était une région qui était en pleine expansion, développée, florissante. Et il y avait des poètes tels que Ibn Fadl Ibn Nawi qui se sont installés là-bas. Ça prouve tout l'intérêt et toute la beauté du site. Voilà. Sinon, l'agencement, l'architecture, l'urbanisation est extraordinaire. Donc, Qala Bni Hamad s'étend sur 7 km. Elle a été la première capitale des Hamadites avant qu'ils aillent à Béjaïa. Donc, on a vu ce qui s'est passé à Béjaïa, c'est la ville des 1001 lumières. Non, 1001 savants, pardon. C'est la ville lumière et des 1001 savants et des personnalités qui sont passées là-bas. Je dois m'arrêter, je ne sais pas, je suis en train d'accélérer. On doit y aller. Je suis en train d'accélérer. Donc, pour ceux qui aiment cette région, vous pouvez visiter.
Donc on peut y aller, il y a des guides qui peuvent... Il y a des guides sur place, d'ailleurs la guide qui va venir tout à l'heure, elle le dit, elle a des guides qui sont sur place, qui connaissent. Il y a un musée aussi sur place, donc il y a des choses qui ont été déplacées et il y a des choses qui sont sur place qu'on peut, voir, je l'ai mentionné sur les photos. Dans la région? Dans le musée, sur le site. Sur le site. C'est un ancien musée ou c'est un ancien musée. D'accord, dans ce cas, franchement, j'ai mal fait ma visite. Voilà. Hein. Quand j'ai été, mis à part le minaret, franchement, j'ai rien vu d'autre. Sinon, toute la région est intéressante, Msila, et on va dire la limite où les Romains ont poussé. Donc on a jusqu'à Msila et ça va jusqu'à l'extrême est. Hein. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'à Msila, on peut passer à Bousaada. Bousaada, c'est très très beau. Il y a le quartier historique, il y a le quartier colonial, on est d'accord. Il y a le moulin Ferrero, j'allais dire rocher, mais bon, non. Le rocher Ferrero, le moulin, qui a été transposé au centre-ville, en face de la vieille mosquée, donc la Hatir. Et il y a bien sûr le musée Étienne Diné. L'hôtel Kerdada. Et l'hôtel Kerdada, bel hôtel. L'hôtel, l'inspecteur parle. Je dirais... Oui, le Caïd. Ouais. Mais ces hôtels, il y a l'architecture bien sûr parce que c'est François Pouillant qui les a construits. On rappelle qu'il a construit 2 millions de kilomètres carrés d'habitation et touristique. Hein. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc le tombeau, la tombe de Étienne Diné, Nasreddin Diné, à côté de son assistant et de la femme de son assistant. Et celui qui a décoré les tombes, on va dire la tombe de Étienne Diné, et il était ami avec lui, c'est Omar Racine. Oui, c'est très joli puisque il y a la Zaouia de Lazine, exactement, qui elle a été la première femme, je crois, dans le monde arabe et en Afrique. La première femme muqaddama de Zaouia. Oui, elle a eu l'héritage, la baraka de son père. Elle ne s'est jamais mariée et elle a, grâce à l'héritage qui s'élevait à l'époque à 9 millions d'euros, pu faire le tour du pays. Pas 9 millions d'euros à l'époque. Actuellement. Non, l'équivalent, pardon, l'équivalent. Voilà, l'équivalent. Mais le plus intéressant, c'est qu'elle a fait le tour du pays avec son assistant et elle a pu aider les gens qui en avaient besoin. Donc elle a vraiment, comment on dit, elle a su gérer son argent et elle a construit une très belle médressa. Non, elle ne l'a pas construit. Elle l'a agrémentée. Merci. Elle est à visiter. En fait, tout est à visiter. Tout est à visiter, c'est clair. Une très belle destination. Merci beaucoup, Samira. Oui. Merci, c'était passionnant. C'était un plaisir. Merci. Donc voilà. Hein. Yazid, merci aussi merci, de nous avoir voyagé. L'éventail. Voilà. Très bien. Et voilà. Merci beaucoup. Alors on continue. Je vous propose de regarder un sujet de Jezia Bayou. C'est la réhabilitation d'une maison à la Casbah. C'est à la Basse Casbah que nous nous rendons à la découverte d'un joyau architectural. Un petit palais qui se cache juste derrière cette porte de Dar al-Mahrousa, la maison de maître. La propriété de celui qui est considéré comme une référence mémorielle de la Casbah. Hadj Zoubir, qui a eu l'amabilité de nous ouvrir la porte de sa somptueuse demeure. C'est une maison de maître, oui. Mais le maître, il n'était pas bien riche. Donc, il n'était pas bien riche, sinon il aurait Hadj Zoubir n'a peut-être pas recouvert sa maison entièrement de marbre, mais il lui a été d'un grand secours. Classée en zone rouge, cette maison risquait de s'effondrer à tout moment. Mais cet homme remarquable a décidé d'agir et d'entamer les travaux de rénovation avec ses propres fonds. وأنا ما عنديش مسيو 10%. أنا نخلص من مكتوبي والمكتوبي. D'une superficie d'environ 200 mètres carrés, cette bâtisse a été rénovée dans les règles de l'art et dans le moindre détail. واش بلاصة خليتها قولي لي في الدار هذيك اش بلاصة خليتها قاعد جست عليها. شوفي لهنا لصقوا بالمرصو وشفتي في السقيفة هذاك بالطرف هكذا يلصق. روحوا وسكننا هنا. Les travaux de rénovation qui ont débuté en 1998 ont été interrompus et reconduits juste après le séisme de 2003. Supervisant lui-même le chantier de rénovation, Hadj Zoubir a pu, grâce à sa détermination et sa persévérance, accélérer le rythme des travaux. La rénovation n'aura duré que 8 mois.
Et c'est ainsi que les éléments fondamentaux de l'architecture de cette maison ont été maintenus. الدكانة والصدار بيت الصابون الحمام البير الجب la terrasse et bien entendu المنزه ou les chants du Cha'bi animaient autrefois les soirées inoubliables des Kasbadji. En voyant le résultat de cette importante rénovation, l'on se dit qu'elle a forcément coûté une vraie fortune. Mais qu'en est-il réellement? دوك نقول لك كاع الناس قادرين يرموا ماشي كاع الناس ساكوت تري شير ترميم ساكوت اكثر من البنيان سي اون فو لو غرو il a été fait مي لهنايا لي ميزون هادوما ils n'ont pas besoin de maçons c'est des restaurateurs c'est de la rénovation درنا des écoles de rénovation درنا des formateurs. À sa construction, la Kasbah comptait 1700 maisons, alors qu'aujourd'hui, il n'y reste que 600. Parmi elles, Dar al-Mahrousa de Hajj Zoubir, une maison accueillante qui a toujours ouvert ses portes aux visiteurs. L'amour du propriétaire pour sa demeure lui a valu l'admiration et la reconnaissance de tous les Kasbadji pour sa détermination à sauver un patrimoine en péril et sa participation à la mise en valeur de la Kasbah, gardienne de la mémoire d'Alger. Voilà, c'était un reportage de Jezia Bayou. Donc, c'était la réhabilitation d'une maison à la Kasbah. Et on a une pensée très spéciale à Al-Hajj Zoubir, Allah yarhamouk, donc qui nous a quittés cette année, au cours de cette année. Donc, une pensée à Hajj Zoubir. Voilà. Et on continue, donc notre émission continue. J'ai le plaisir de recevoir Bouchra Ziyet. Bouchra Ziyet, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alhamdoulilah, très heureuse de te recevoir. Merci pour l'invitation. Voilà, donc tu es guide. Guide. Tu étais? Oui. Ou tu l'es toujours? En fait, je pense qu'on reste toujours. On reste toujours, oui, Voilà. on le reste. Et je suis la fondatrice d'une agence de voyage, Voilà. mais c'est issu de l'activité de guide. Donc c'est d'où l'invitation d'aujourd'hui. En fait, on voudrait que tu nous racontes un petit peu ton parcours. Donc comment s'est passé déjà? Comment est-ce que, on va dire que tu es tombée dans ce métier de guide? D'accord, donc tout a commencé en étant touriste. D'accord. Touriste algérienne en Algérie, Très bien. avant que ce soit à l'étranger. Très bien. Donc j'ai pu sillonner un peu partout les quatre coins du pays, ce qui a enrichi mon carnet d'adresses et en même temps d'avoir plus de connaissances sur notre pays, qui est, on va dire, c'est le géant touristique mondial prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. Oui. Effectivement, tout est en bonne voie puisque on le voit bien avec déjà donc le métier de guide qui est devenu un métier très prisé par les jeunes aussi. C'est devenu vraiment une référence et une nécessité de nos jours. C'est ce que vous m'expliquiez tout à l'heure en coulisses, que c'est nécessaire quand on voyage à travers l'Algérie. Tout à fait. D'ailleurs, on a eu des tentatives d'étrangers parce qu'en fait, on est dans le tourisme réceptif. Donc, on reçoit des étrangers pour leur faire découvrir l'Algérie. On a eu des tentatives des étrangers qui ont essayé de faire des visites du tourisme en solo, on va dire. En solo, oui. Mais au final, ils se retrouvent coincés et ils ont toujours besoin d'un guide, que ce soit pour la route ou bien pour la diversité de l'Algérie. Parce qu'au fait, visiter l'Algérie, si on parle uniquement de la Kasbah, par exemple, il faut comprendre, il ne suffit pas de marcher uniquement. Tout à fait. Donc c'est un patrimoine, c'est une culture, c'est des traditions à découvrir, ce n'est pas uniquement des lieux. D'accord, c'est pas rien qu'une. On peut pas en fait dissocier la Kasbah des traditions, de l'architecture. En fait, ce sont des éléments qui s'imbriquent. Exactement. Les uns les autres. Il y a toujours un lien entre les trois points cités. Et donc un touriste. Si un touriste se permet à faire l'Europe, par exemple, en solo, tout seul sur les rues et tout, là, non. Là, malheureusement, il ne peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'on a besoin de se perdre dans la Kasbah. Tout à fait, oui. Oui. Mais même si on ne parle pas uniquement que la Kasbah, le fait qu'elle est faite sous forme de labyrinthe et tout, même les autres lieux en Algérie, il faut connaître l'histoire et la culture et les traditions
pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on fait dans cet endroit et dans un autre. Voilà, justement tout à l'heure, juste avant que vous soyez là, on parlait tout à l'heure avec Sabah Hadjamal qui nous parlait donc de Qalat Ben Hamad, oui. Voilà, de Qalat Ben Hamad. Effectivement, donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'avais été à titre personnellement, j'avais été jusque là-bas et là, quand elle était en train de montrer des images, je lui dis mais j'ai rien vu de tout ça. Je suis passée carrément à côté, mis à part le minaret, mais il y avait des éléments énormes à découvrir. Exactement. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Bousaada, par exemple, qui fait partie de la wilaya de Msila. C'est un lieu, réellement, si on part tout seul, on va voir juste des habitations, des palmeraies, et puis c'est tout. Mais l'histoire, elle est plus profonde que ça, parce que ça reprend déjà un peintre orientaliste, Étienne Diné. Ça reprend des lieux historiques et c'est un tas de trucs. Et là, on parle uniquement d'une petite ville. Exactement. Voilà. Oui, donc si on applique ça sur toute l'Algérie, si on part en montagne, on a besoin toujours d'être guidé. Si on part au sud, au Grand Sud, il nous faut un guide professionnel de la région. Oui, surtout au sud. Surtout au sud. Ici, peut-être à Géant risque juste de se perdre, il n'y a pas trop de risques, mais dans le sud, il faut des professionnels. Voilà, exactement, tout à fait. Et puis, le sud, c'est pas uniquement se perdre dans la nature, mais c'est l'histoire aussi. Si on prend par exemple les deux parcs de Tassili Nadjer et le Tassili Hogar, c'est le plus grand musée à ciel ouvert dans le monde. C'est pas uniquement en Algérie. Donc se perdre et en passant à côté des sites archéologiques et historiques, préhistoriques, ça... C'est dommage. C'est dommage, exactement. Le but n'est pas de passer à côté, au contraire, d'avoir un maximum d'informations sur chaque lieu. Donc, raconte-nous un petit peu comment de guide tu as créé ta propre agence oui, d'accord. de voyage. Donc, du coup, de touriste à guide pour des amis, des petits groupes et tout. Et à ce moment-là, j'ai construit mon carnet d'adresses, et ce qui a fait la création de l'agence TerraCraft. Et par la suite, c'est tout un réseau. En fait, TerraCraft, ce n'est pas uniquement moi, mais c'est un réseau de guides sur le territoire national. D'accord. Donc, vous êtes en étroite collaboration. Exactement, oui. D'ailleurs, parmi les valeurs de l'agence, c'est le tourisme solidaire. C'est-à-dire, c'est faire travailler les gens de chaque région, chacun dans sa région. Très bien. Donc, je connais, c'est vrai. Mais tant qu'il y a des personnes de chaque région qui peuvent assurer le service, moi, je préfère à travers mon agence créer des postes d'emploi pour mes confrères et mes amis. Équitable, ça reste réellement dans un tourisme déjà équitable, puisque ce sont les gens de cette région-là qui... Exactement, et personne ne connaît la région que ses propres habitants. Comme on dit, tout à fait. Donc c'est ça le principe au fait. D'accord. Et donc c'est quoi exactement la particularité? Tu as quelque chose de spécial enfin que tu proposes dans ton agence de voyage? Oui, déjà on parle du tourisme solidaire et responsable. On fait du tourisme réceptif, c'est-à-dire on reçoit les étrangers, c'est-à-dire TerraCraft, ce n'est pas uniquement une agence de voyage qui fait des réservations d'hôtels et tout, mais de billetterie et tout, comme le font la majorité des agences en Algérie, mais plutôt c'est de promouvoir le tourisme local à l'échelle internationale. Très bien. Je dirais que c'est le plus de notre activité. Effectivement, donc ce n'est pas qu'un simple voyage, c'est un voyage tout à fait. Et sur l'aspect, mis à part les aspects touristiques qu'on connaît tous, qui est culturel, touristique et tout, c'est beaucoup plus dans l'humain. C'est le contact avec les autochtones de chaque région. Donc quand on voyage, on est en contact permanent avec les gens de chaque région pour découvrir les fins fonds de chaque zone en Algérie. Est-ce que vous proposez des séjours chez l'habitant? Oui, bien sûr, c'est privilégié par rapport au voyage et des séjours en hôtel. Donc, par exemple, pour le Grand Sud, pour la partie centrale de l'Algérie, c'est toujours chez l'habitant. Après, pour le Nord,
parce que les hôtels, ils sont majoritaires par rapport à... Je parle bien des grandes villes, par exemple Alger, Oran, Constantine, Annaba. C'est à ce moment-là où on se convertit vers les hôtels. Mais sinon, là où il y a la présence des maisons d'hôtes, c'est la priorité. Et c'est ce qu'on propose aux touristes dans un premier temps de contact. D'accord. Est-ce qu'il y a on va dire, il y a une destination un peu plus privilégiée comparée aux autres? Par rapport à moi ou par rapport aux touristes? Non, on va dire par rapport aux touristes en général. Donc ces personnes, que ce soit des locaux ou des gens qui viennent de l'étranger, oui. Est-ce qu'il y a une destination qui est plus prisée que D'accord, donc si on parle de touristes et par rapport aux statistiques qu'enregistre notre agence depuis sa création en 2019, on a une demande importante pour la région sud. Un peu partout dans le sud, si on parle de sud, c'est à Béchar, Tarit, Bni Abbas, Timimoun, Gherdaya aussi, oui. Et beaucoup plus Janet, oui. Janet, c'est pour le tourisme d'aventure et pour les peintures et les gravures rupestres, comme on a dit tout à l'heure. C'est le plus grand musée à ciel ouvert dans le monde. D'accord. Voilà. Et j'imagine aussi qu'il y a des circuits, c'est des circuits bien précis. Oui. Peut-être du bivouac aussi. Tout à fait. J'imagine que quand on dit Grand Sud, la plupart demandent du bivouac. Du bivouac. Tout à fait. Parce que déjà, partir au sud, c'est perdre la notion du confort. c'est le Donc, premier. il faut être prêt à ça. Exactement. Déjà, on prépare les touristes à ça avant qu'ils prennent la décision de choisir la destination. D'accord, donc vous donnez ces précisions. Exactement, oui. Et l'organisation du séjour, elle est on va dire, depuis la billetterie jusqu'à l'hébergement en bivouac, le tracé du circuit de l'itinéraire, avec des guides professionnels de la région, et la pension alimentaire qui sera assurée entièrement par des cuisiniers locaux aussi. Donc c'est la prise en charge totale, quoi. Génial, c'est vraiment le dépaysement et ça c'est garanti. L'authenticité des lieux. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. C'est moi, franchement, c'est un plaisir déjà de vous avoir reçu. Merci. Voilà, et je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Et dès que vous aurez des bons tuyaux et des bons plans, vous êtes la bienvenue. Non, je ne vais pas hésiter, merci. Très bien, merci beaucoup. Et pendant ce temps-là, donc, m'a rejoint Yassine Fidouh. Bonjour Yassine Fidouh. Merci beaucoup. Oui, Charak. Ça va, alhamdoulilah. Donc, tu es président du club Espoir de l'université Alger 2. Alger 2, oui. مرحبا بك. أول حاجة شكرا جزيلا على الدعوة، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون تاع اليوم، وثاني ميرسي على لا شونس اللي عطيتوها لنا باش نعبروا ونقدروا زعما نعرفوا بالكلوب تاعنا ونعبروا على الآراء تاعنا والمشاريع تاعنا. Très bien. Merci en tout cas d'être là. Et donc, j'ai aussi le plaisir de recevoir Radia Asghar. Merci. Bonjour Radia. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Alhamdoulilah. Donc toi tu es artiste peintre, oui. Voilà, autodidacte, mais tu es tout d'abord étudiante à l'université de médecine. Oui. Voilà, en quelle année tu es? Admise en 3e année. Tu es en 3e année? Oui. Très bien. Alors ça va, ça se passe bien? Alhamdoulilah, très bien. Alhamdoulilah, ça va, donc tu as quand même le temps de faire un peu de... Oui, bien sûr. Ouais. Quand on est passionné, on trouve toujours le temps. L'art fait partie de ma vie. Très bien, Radia. Bah, écoute, je vais commencer déjà par Yassine, après on reviendra vers toi. Tu nous raconteras un peu plus, tu nous donneras un peu plus d'où est venue cette passion. Moi je le sais, mais les téléspectateurs, pas encore. Yassine, raconte-nous un petit peu ce que vous faites donc, dans votre club et quelles sont les activités les عندكم. Donc, le club تاعنا l'Espoir Club, créé en 2021. Le club c'est un club académique, scientifique, culturel. تندار على جال حاجة واحدة باش يعاون ليتيديون ويعطيه لا شونس باش يخرج واش عنده للاخر. كيفاش هذه تقدر تكون؟ كيفاش غادي نقدروا نعاونوا ليتيديون ونعطوه لا شونس باش يخرج واش عنده؟ اننا نخلقوا نعطوه انتوراج اللي يقدر يخليه يحس روحه الاز في اليونيفرسيتي. نعطوه انتوراج اللي يقدر يعاونوا باش يزيد يديفلوبي روحه اكثر واكثر. نعطوه انتوراج
اللي غادي شغل اذا كان مثلا انا نبغي حاجه وعندي اهتمام فيها راح نلقى انسان ولا جماعه واحده اخرى اللي راني معاهم عندهم نفس الاهتمام في الحاجه اللي راني مهتم بها انايا. دونك غادي نزيد نلقى راحتي اكثر واكثر ونزيد نخرج واش عندي اكثر واكثر. باسكو علاه نعرف باللي هذا لونتوراج اللي راني معاه ما غاديش شغل يحكم عليا ولا يجيجي عليا على هذيك الحاجه. بالعكس اذا كان غلطت غادي يقول لي غلط هذه رجل هذه هكا. واذا كان ما غلطش راهم يزيدوا يعاونوني باش نزيد نديفلوبي روحي اكثر واكثر. دونك الكلوب هذا حنايا كريناه على جال بيت واحد كي سميناه ليسبوار كلوب على جال انه مازال كاين اسبوار في لي ستوديون تاعنا. لي ستوديون الجيريان راه كوني وعندنا شغل لي ستوديون الجيريان عندهم لي كاباسيتي ويقدروا يديروا صوالح بزاف. ولا بروف الديرنيير كومبيتيسيون اللي داروها في هواوي في فلاشين كانوا لي ستوديون الاغلبيه تاع لي ستوديون اللي ربحوا كانوا دي ستوديون ديجا تابعين دي كلوب سيونتيفيك. دونك سي بور سا لو كلوب سيونتيفيك تندار على جال هذه الحاجه يخليه براتيكي يخليه ما باش يخرج الطاقه اللي عنده. هذه هي اهم حاجه الكلوب تندار على جالها. الباقي نديروا ديزاكتيفيتي سيونتيفيك كولتورال كيما نديروا على ارتيفاكس. هذا نديروا توجور ارتيفاكس هي باللاتينيه ارتيفاكس بالفرنسيه هي ارتيست وي. نديروا شغل نهضروا على ليتيديون ارتيست. واش يكون ليتيديون ارتيست شغل كيفاش راه يقدر يخرج هذاك الفن اللي عنده الداخل يابليكيه في الواقع ولا يخرجه قدام الناس. درنا على التوريزم لا كولتور. شوف justement عندنا un sujet on va regarder هذا le sujet et on revient juste après نزيدو نكملوا. on va parler encore de ça. On regarde. Sous le slogan « L'indépendance vue par les jeunes », un concours qui a vu la participation de 61 jeunes représentant différents établissements pour jeunes et associations, ainsi que des étudiants des instituts des beaux-arts et des amateurs. Ce concours a eu lieu au niveau de la place de la Grande Poste à Alger. J'ai consacré sur mon travail ici, j'ai fait des fragments pour le 60e, c'est la terre de l'Algérie. Il a remercié beaucoup de sang de martyrs. Je suis étudiante en médecine et artiste autodidacte, participante au concours d'art mural. Alors, quand vous voyez, j'ai fait une combinaison entre les deux sujets, la révolution et l'indépendance. Ce concours qui a vu la réalisation de 50 fresques murales sur divers sujets, dont la fête de l'indépendance et de la jeunesse et la révolution algérienne, ainsi que les pays arabes participant aux Jeux sportifs arabes en Algérie, était une aubaine pour montrer le talent de la jeunesse algérienne ainsi que son esprit créatif. Comme je suis un artiste qui aime bien le surréalisme, j'ai choisi cet organe qui est le cœur, le plus essentiel dans le cœur humain. Le cœur qui a beaucoup de veines, qui montre les drapeaux des pays arabes. Et ça symbolise l'union arabe et algérienne. Je suis une étudiante et aussi je fais part d'un club scientifique culturel à l'université d'Alger 2. Et aussi, on a des groupes de théâtre et de musique et tout. Et moi, je suis chanteuse et actrice de théâtre. Et aujourd'hui, je suis ici bénévole. Je suis pour donner un peu, on peut dire, motivation pour les membres de notre club qui participent aussi dans cette compétition. Et ça nous fait vraiment plaisir qu'il y a il y a ce genre de compétition ici en Algérie, puisque ça nous fait vraiment plaisir aussi de participer plus en plus et pour améliorer notre culture et notre niveau en art. جيت باش نحتفل بعيد الاستقلال. واش اسكو عجبك الحال؟ حكينا مع من جيتي واش يمثل بالنسبه لك عيد الاستقلال؟ عيد الاستقلال الحرية الجزائر. واش راكي حابه تمدي للجزائر انت كيفاش حبيتي تولي؟ انا حابه نكبر ونبني الجزائر. Cet atelier à ciel ouvert s'est transformé en un lieu d'échange, de création et surtout de mémoire, afin que nul n'oublie ce jour sacré de l'indépendance et de la liberté.
C'était un reportage de Samia Bouhroul. Donc c'est un reportage qui a été fait il y a quelques semaines. Et donc ce concours a été organisé pour le 5 juillet. Voilà, donc on continue. Je me tourne vers toi, donc Radia Azkar. On a dit comment t'es venue donc la passion de. On a vu, hein, tu as participé donc à cet événement. Parle-nous un petit peu comment t'es venue cette passion de la peinture. D'accord. J'ai commencé ma carrière artistique avec ma mère. Elle a été la première à découvrir mon penchant pour l'artisanat en général. Donc j'étais passionnée d'art. Et ce qui a poussé ma mère à m'inscrire à la maison de jeunes chez Madame Zoubida Mihoub اللي نوجه لها تحية كبيرة. Donc à l'âge de 9 ans هكذا كنت ندير la pâte à céramique, كنت ندير le dessin en verre sur la toile aussi. J'ai participé aussi à nombreuses expositions. C'est surtout à l'occasion de la journée de la femme, la journée de l'indépendance. Et voilà, donc quand j'ai rejoint le collège, أنا وين بديت نرسم les animes. Donc j'étais connue parmi mes amis que كنت نرسم voilà. Donc et c'était qui les personnages que tu dessinais? Naruto? كنت ندير بزاف Naruto تاع One Piece aussi. Oui, bien entendu, voilà. C'est clair. Donc j'ai reçu le soutien de mon père ربي يحفظه, de toute la famille. هذا اللي خلاني ce qui me poussait pour travailler beaucoup plus et passer le dessin d'anime au dessin de portrait et la peinture murale. Voilà. Et qui رحت la fac quand j'ai eu mon bac, طلعت la fac, تما وين شفت les gens, j'ai vu tout le monde rejoindre les clubs scientifiques. قعدت نشوف هكذا, alors j'ai décidé باش انا تاني ننخرط في النوادي العلميه, mais حبيت un club qui est adapté l'art. باش نبعد شويه على la médecine, على la pression, le stress. Pour faire une coupure, avoir ton petit monde à côté. Donc un jour, voilà, je parcourais l'Instagram, شفت un vidéo les membres de club, Hope Club. Voilà. Alors regarde, à l'antenne, on voit l'une de tes œuvres. Donc c'est la Arousa Kharjam. Exactement. Voilà, Darbabaha. Donc ça c'est la Casbah d'Alger, entre autres. Voilà, on peut voir une de tes toiles. Donc c'est une toile c'est de l'acrylique? Non, c'est de l'huile. C'est de la peinture à l'huile. Oui. D'accord. نحب بزاف la peinture à l'huile parce que هي اللي تلحقني le réaliste, le dessin réaliste. Bon, je suis un fan de l'école réaliste et j'ai aussi une tendance surréaliste, mais beaucoup plus le dessin réaliste. Réaliste, ouais. C'est ta passion. Donc ça fait longtemps que tu as commencé le réalisme? Oui, oui. Ça fait 2 ans en tout cas. Ah, très bien. Donc, parle-moi un petit peu, est-ce que c'est facile, on va dire, d'allier les deux? Tu arrives à trouver le temps entre les études de médecine? On sait très bien que c'est un parcours qui est long, qu'il faut beaucoup d'assiduité, beaucoup de travail, mais que tu arrives comme ça à dégager un peu de temps pour ta passion? La question que j'entends constamment, c'est de savoir comment équilibrer le dessin et les études. D'autant plus que les études en médecine sont stressantes, difficiles, mais il faut savoir que l'art fait partie de ma vie, donc je le vois comme un moyen de me débarrasser de l'énergie négative, de me soulager. Donc je dessine et j'étudie en même temps. Même les jours des examens, je n'arrête plus de dessiner, mais juste dire des petits croquis qui ne dépassent pas 15 à 10 minutes pour ne perdre pas la main. Pour ne pas perdre la main et en même temps pour t'évader. Voilà. Dis-moi rapidement, tes objectifs, c'est quoi? Qu'est-ce que tu espères? Comme tout artiste, je veux diffuser mon art, les gens intéressés. Je veux aussi نطلع le drapeau d'Algérie. Je veux diffuser les traditions d'Algérie, les expositions internationales. Inch'Allah, Inch'Allah. Yassine, à toi. Quels sont les objectifs نتاعك؟ احنا لي زوبجيكتيف لوبجيكتيف زعما الاساسي عندي انني نخلي بصمه، نخلي لا تراس من مورايا. سيكو هذه البلاد فتها بحاجه. على الاقل انا كي عشت هنا في الجيري بلادي هذه كيما جدودي انا ثاني شهداء، انا ابن عائله ثوريه، كيما قدموا هما لهذه البلاد انا ثاني نقدم لهذه البلاد على طريقتي الخاصه.
Très bien. هذا هو l'objectif تاعي. Inch'Allah. Ben, c'est déjà fait puisque Allah يبارك, vous êtes à l'université et en même temps vous avez plein d'autres activités à côté. سي بور سا على بها كريت هذا الكلوب باش على الاقل نفلونسي في لي ستوديون باش يكونوا هما ليسبوار تاع الجيري ان شاء الله يا ربي. يعطيك الصحة. ان شاء الله. Merci beaucoup. Merci Radia aussi d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Quant à moi, je vous dis ça y est, donc on arrive, Brise d'été touche à sa fin. Ce fut un plaisir d'être parmi vous. Je vous dis restez toujours sur les programmes de Canal Algérie. Merci et au revoir.